J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le général Joshua Nkombe, auteur du livre Congo, la gâchette de l'Afrique, le réveil du géant. Général, bonjour. Bonjour, Monsieur Brun. Le 7 novembre dernier, un accord de coopération a été signé entre le Congo, la RDC, le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Quelle est votre réaction par rapport à cet accord? Ma réaction est simple, Monsieur Brun. Nous assistons à la capitulation politique du Congo amorcée le 27 juin 2025. L'accord du 7 novembre n'en est que la confirmation administrative. Il faut regarder les faits. Le président Tshisekedi n'a pas été invité à Washington, il a été convoqué. Et la nuance est majeure. Il est appelé à entériner un dispositif qui réduit notre souveraineté tout en légitimant les intérêts du Rwanda et de ceux qui ont fabriqué la crise. Le mécanisme est classique. D'abord on signe un cadre, ensuite on verrouille et enfin on légalise. Chaque étape transforme une capitulation en processus diplomatique. Le rôle du Kenya est très clair, servir de caution africaine. Pas comme partenaire, mais comme notaire politique destiné à légitimer un dispositif pensé ailleurs. Quand un chef d'État congolais ne peut rien décider seul, cela signifie une chose. La RDC est traitée comme un État mineur. Un pays de 100 millions d'habitants, assis sur la plus grande réserve stratégique de minerais au monde, ne peut pas être administré par procuration. Et pourtant, c'est exactement ce que nous vivons. Cet accord n'est pas une solution, il ressemble à un traité de gestion coloniale, une capitulation. La preuve que le pouvoir actuel a renoncé à exercer la souveraineté que le peuple lui avait confiée. Vous parlez de capitulation. C'est un mot extrêmement fort. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que cet accord impose à la RDC? Ce que j'appelle capitulation n'est pas une figure de style, Monsieur Brun. C'est la description technique d'un dispositif qui efface progressivement la capacité de décision de notre État. Regardons ce que cet accord impose point par point. Premièrement, on demande à la RDC de neutraliser en priorité un groupe armé, les FDLR, que tout expert sérieux identifie depuis 20 ans comme une force résiduelle, instrumentalisée à intervalles réguliers pour justifier des opérations rwandaises sur notre sol. On construit un faux problème pour imposer une vraie contrainte. Deuxièmement, le texte place notre diplomatie sous surveillance. Nous ne pouvons plus dénoncer frontalement les actions du Rwanda sans être accusés de mettre en péril le processus. Autrement dit, on nous retire la parole avant de nous retirer la souveraineté. Troisièmement, la RDC est sommée d'aligner sa stratégie militaire sur des feuilles de route rédigées à l'étranger. Nous n'avons plus l'initiative, nous devenons exécutants. Un pays ne peut pas défendre son territoire lorsqu'on lui interdit de penser par lui-même. Quatrièmement, l'accord introduit sous couvert d'intégration régionale une logique économique qui lie notre développement à ceux qui ont intérêt à maintenir notre dépendance. C'est la méthode la plus subtile, rendre le Congo incapable de se relever seul, enfin qu'il reste une plateforme au service des autres. Voilà pourquoi je parle d'effacement, parce qu'un pays ne disparaît jamais d'un coup, il disparaît par protocole successif. D'après vous, que gagne le Rwanda en contrepartie de cet accord? Le Rwanda sort gagnant sur toute la ligne. D'abord, la légitimation de son occupation, ensuite, le maintien de son implantation militaire sur notre sol, enfin, sa consécration comme passerelle officielle des intérêts américains dans la région. En d'autres termes, cet accord ne met pas fin à la crise, il institutionnalise les rapports de force qui l'ont rendu possible. Et ce basculement n'est pas arrivé par hasard, il résulte d'un choix assumé de M. Tshisekedi qui a accepté de transformer par sa signature une agression en partenariat officiel. En langage d'État, c'est ce qu'on appelle une haute trahison. En acceptant ce dispositif, le président Tshisekedi a atteint la limite de ce qu'il pouvait encore prétendre incarner au nom de la nation. Ce texte ne scelle pas la paix, il officialise notre agresseur en gestionnaire autorisé et place la RDC dans une position de dépendance stratégique que le peuple n'a jamais validée. Et aucun accord international n'est supérieur à la volonté d'un peuple conscient de son avenir. Vous accusez nommément le président Tshisekedi. Qu'est-ce qui motive cette accusation si directe? Je ne mets en cause personne par passion ou par posture. Je me fonde sur des faits concrets et sur des engagements qui engagent la souveraineté de la nation congolaise. Les décisions qui lient un pays ne sont jamais anonymes.
Elle porte la signature du chef de l'État. Et lorsque cette signature engage la République dans un cadre négocié à l'extérieur, sous médiation imposée, avec une architecture sécuritaire qui réduit notre marge de décision, alors ce ne sont pas mes mots qui accusent, mais la réalité elle-même. Notre histoire nous donne des repères, des générations de Congolais, des ancêtres à Mzee Laurent Désiré Kabila ont payé le prix de la souveraineté. Ils n'ont jamais accepté qu'un autre décide à la place du Congo. Parlons de Mzee Laurent Désiré Kabila, puisque proche de nous, qui a payé sa vie son refus d'être une marionnette. Il a été assassiné précisément parce qu'il refusait d'être un simple gestionnaire pour ceux qu'il avait soutenus. Tshisekedi lui a accepté de l'être, pas par contrainte, mais par incapacité à se battre, par incapacité à tenir tête, par incapacité à incarner la fierté d'un peuple. Lorsque le président Tshisekedi choisit d'entériner un dispositif qui place l'avenir du pays sous supervision internationale, j'observe simplement une rupture avec cette tradition de dignité nationale. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat politique. Alors, ce n'est pas moi qui accuse, ce sont les faits eux-mêmes qui parlent. Et tous les Congolais le voient, la souveraineté ne se délègue pas, elle se défend. Quand elle n'est plus incarnée au sommet, elle revient naturellement au peuple qui en est la source première. Vous semblez voir dans cette signature bien plus qu'une erreur politique. Monsieur Brun, vous avez raison d'insister, car cette signature n'est pas seulement une erreur politique, c'est une capitulation culturelle. Comprenez ceci, l'Afrique n'a jamais été colonisée par la force seule. Elle a été parce qu'on lui a volé sa conscience de sa propre valeur. On nous a convaincus que nos croyances étaient inférieures, que notre force était une faiblesse, que notre spiritualité était d'un archaïsme. Les acteurs ont changé, mais les mécanismes demeurent. Lorsqu'un dirigeant signe un accord qui place l'avenir du pays sous tutelle, il ne renonce pas seulement à un pouvoir, il renonce à une dignité. Il cautionne le mensonge selon lequel l'Afrique ne peut rien sans la bienveillance de l'Occident. Voilà pourquoi je parle de capitulation culturelle, parce que la souveraineté n'est pas d'abord militaire ou diplomatique, elle est intérieure. Elle commence par la manière dont un chef d'État regarde son propre peuple. Voilà un constat extrêmement sombre. Quelle est son issue d'après vous? L'issue, selon moi, c'est le retour à nous-mêmes. L'Afrique ne se retrouvera que dans ses racines et ses valeurs spirituelles. Pas par la violence aveugle, pas par le ressentiment, mais par le retour à qui nous sommes vraiment. Un peuple qui se souvient, qui récupère sa dignité, qui refuse le mensonge selon lequel nous sommes faits pour être gouvernés par d'autres. Et cela doit commencer maintenant, au Congo, avec un peuple qui se lève. Je le dis avec calme et fermeté, le peuple congolais n'a rien cédé. Il ne reconnaît ni cette soumission, ni ceux qui l'ont orchestrée. Il est en droit, et même en devoir, de reprendre la parole et le pouvoir. Et plus profondément encore, il est en devoir de retrouver son âme. Alors, face à cette situation générale, vous appelez à quoi? À une révolte populaire, à une insurrection armée? Je ne suis ni rebelle désorienté, ni putschiste isolé. Je suis un soldat de la République, et quand la République est trahie, le devoir est de la restaurer. Ce n'est donc pas moi qui appelle, c'est la réalité qui l'impose. Elle impose un acte de souveraineté, un sursaut de salut national, comme l'histoire en exige dans ses heures décisives. Et cet appel, c'est maintenant. Lorsque un militaire et un général de surcroît prend la parole ainsi, on pense inévitablement à un coup d'État. La tentative de Christian Malanga est dans tous les esprits. Alors, que dites-vous à ceux qui voient en vous un nouvel aventurier? La comparaison s'arrête à l'uniforme. Je ne suis pas un aventurier, Monsieur Brun. J'ai personnellement l'expérience des coups d'État et d'insurrections armées. Je connais leurs mécanismes et leurs conséquences. Et c'est précisément pour cette raison que je refuse l'improvisation et le chaos. Gouverner est un exercice trop sérieux pour le confier à des coups de force irréfléchis. Mais puisque nous abordons le sujet, laissez-moi vous dire qu'une porte reste ouverte. M. Tshisekedi peut encore écrire sa dernière page en homme d'État. Sortir avec calme, remettre les clés de la République et laisser une nouvelle génération reconstruire ce qu'il n'a pas su protéger. Reconnaître ses limites n'est pas une honte, c'est parfois la dernière noblesse d'un chef. Tout le Congo l'a vu avec notre gardien de but Lionel Passy lors de la qualification du mondial. Il a compris que pour sauver l'équipe, il devait laisser la place. Ce n'était pas un échec, mais un acte d'amour pour la nation. Et son remplaçant nous a qualifiés. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a encaissé trop de buts. La nation lui demande le courage de Lionel Passy.
céder la place pour sauver le pays. S'il le fait, l'histoire l'honorera. S'il s'y refuse, alors l'inévitable l'emportera et il assumera devant le peuple et l'histoire les conséquences de sa gouvernance. Une vérité demeure. Avec ce régime, aucune souveraineté n'est possible, donc il doit partir et il partira certainement parce que le peuple en a décidé ainsi. Permettez-moi d'insister. Si il refuse, si il s'accroche au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera exactement ce qui arrive à tous les régimes qui ont perdu la confiance du pays. La légitimité populaire reprendra le dessus. Pas par la violence, pas par confusion, mais par une convergence démocratique, celle d'institutions encore debout, des patriotes qui n'ont jamais renoncé et d'un peuple dont l'éveil devient impossible à étouffer. Ce ne serait pas une meute, ce serait un redressement national, ordonné, inévitable. Le peuple congolais n'a pas besoin de bain de sang, il réclame la justice, l'ordre, la dignité et une autorité capable de protéger la vie. Les Congolais n'auront pas besoin de se soulever, ils se relèveront. L'armée n'aura pas à désobéir, mais elle se souviendra qu'elle sert la République, pas un homme ni un parti. C'est une renaissance nationale, c'est le retour d'un pays qui refuse désormais d'être dirigé depuis l'étranger ou dicté par des agendas qui ne sont pas les siens. Et si le régime choisit malgré tout de s'accrocher, alors il portera seul la responsabilité politique, historique et morale de ce qui en découlera. Quant au peuple congolais, il reprendra la parole et avec la parole, la direction de son avenir. Alors, si jamais vous devenez demain la seule solution audible, qu'est-ce que vous promettez concrètement aux Congolais? Mon peuple a baissé les bras parce qu'on ne lui offre plus rien de sérieux. Moi, je lui propose une direction, une architecture, un avenir. Tout ce que je dis aujourd'hui, je l'ai déjà écrit. Congo, la cachette de l'Afrique, le réveil des géants, ce n'est pas un livre politique. C'est un plan de restauration nationale. Il repose sur des piliers concrets, énergie pour alimenter notre industrie, armée pour protéger notre territoire, mine pour financer notre développement, éducation et santé pour libérer notre potentiel humain, diplomatie et frontières pour garantir notre sécurité, monnaie et technologie pour entrer dans le 21e siècle en nation souveraine. Je ne promets pas un paradis, je promets la fin de l'humiliation. Je promets un pays où un Congolais n'a plus besoin de fuir pour vivre, où la richesse du sol profite enfin aux enfants du pays. Je veux un Congo où l'ordre protège, la justice juge, l'État sert et le travail enrichit celui qui le fait. Mais surtout, je veux rendre aux Congolais ce qu'on lui a volé depuis des générations, l'honneur d'appartenir à une nation debout. Nos artistes, nos ingénieurs, nos paysans, nos soldats ne seront plus les instruments d'intérêt étrangers, ils seront les bâtisseurs de la renaissance du Congo. Alors maintenant, une question plus générale. Quelle est votre position par rapport à la communauté internationale qui a soutenu cet accord? Ma position est simple. Le Congo n'a aucune ambition d'être hostile à la communauté internationale. Mais le problème n'est pas la communauté internationale, c'est la communauté des intérêts déguisés en paix. Le Congo sera toujours ouvert aux partenaires sincères, ceux qui veulent bâtir avec nous d'égal à égal. Mais nous refuserons toute forme d'assistance qui masquerait une tutelle ou une humiliation nationale. L'Occident doit comprendre ceci. Ce que nous contestons, ce n'est pas l'aide internationale, c'est l'ingérence maquillée. Ce que nous refusons, ce n'est pas la coopération, c'est la tutelle. Aucun pays digne n'accepterait de livrer ses frontières à un voisin hostile, de renoncer à sa défense ou de déléguer sa stratégie de développement à ceux qui ont échoué à nous protéger. La RDC ne sera pas le laboratoire d'un nouvel ordre post-colonial. Nous avons besoin d'alliés, pas de gestionnaires. Nous voulons des partenariats, pas des protecteurs. Et nous choisirons nos partenaires selon une seule logique, l'excellence. Les Chinois excellent en barrages hydroélectriques, les Français en infrastructures de transport. Si nous avons besoin d'énergie, nous irons aux Chinois. Si nous avons besoin de connecter nos provinces, nous allons aux Français. Nos experts choisiront selon la compétence, pas la géopolitique. Celui qui peut nous aider à bâtir sera notre partenaire. Je tends la main aux nations qui respectent notre droit à l'existence. Et je retire toute légitimité à celles qui soutiennent des accords conclus sans le peuple, car voici ce que l'histoire devrait avoir appris aux puissances. La paix sans souveraineté est une illusion, et un accord sans peuple est une imposture. Général, vous parlez
de souveraineté, de redressement. Mais l'histoire du Congo est aussi marquée par des divisions, par de la corruption, un certain, disons, laisser-aller. Qu'est-ce qui vous fait croire, dans la psyché même du Congolais, qu'il est prêt à faire cet effort de renaissance que vous appelez de vos voeux? Monsieur Brun, la question n'est pas de savoir si l'homme congolais est prêt. Elle est de savoir s'il se souvient. Je ne parie pas sur une qualité qu'il n'aurait pas. Je parie sur une mémoire endormie. Ce que vous appelez laisser aller, moi je l'appelle une fatigue d'âme. La conséquence d'avoir été gouverné par des dirigeants qui ne croyaient pas en leur propre peuple. Mais cette fatigue n'est pas une fatalité. Elle disparaît dès qu'une étincelle d'authenticité apparaît. La preuve est dans notre histoire récente. En 1998, lorsque les rebelles soutenus par le même Rwanda étaient aux portes de Kinshasa, que s'est-il passé? Le pouvoir n'a pas distribué d'argent ou d'armes, il a distribué du sens, dignité, patrie, résistance. Et le peuple, les mains nues, s'est levé. Les étudiants, les mères de famille, les taximens ont arrêté l'envahisseur. Ce jour-là, ce n'est pas une armée conventionnelle qui a gagné, c'est la mémoire d'un peuple. Regardez le Congolais d'aujourd'hui. L'artisan qui crée avec rien, la mère qui se sacrifie pour scolariser son enfant. Des millions de citoyens qui inventent la vie malgré un État absent. Notre faiblesse n'a jamais été dans notre peuple, elle a été dans notre leadership, aujourd'hui encore plus que hier. Un peuple suit quand il voit son chef marcher devant pour lui, et non derrière poussé par des intérêts étrangers. Je ne me demande donc pas s'il est prêt, je vois qu'il attend. Il attend un cap, une dignité, une raison de se lever. Il n'attend pas un sauveur, il attend une cause qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Cette étincelle existe encore, elle couve sous les cendres du désespoir. Notre devoir n'est pas de la créer, mais de la libérer. La renaissance est inévitable parce qu'elle est la seule issue à un système qui a épuisé toutes ses trahisons. Le peuple n'a pas besoin qu'on lui apprenne à se battre, il a besoin qu'on lui rende son Congo. Et permettez-moi de conclure, Monsieur Brun. Si cet accord est réellement bon pour le peuple congolais, alors il survivra à ceux qui l'ont signé. Mais s'il ne sert pas le Congo, alors il s'effondrera avec ceux qui l'ont imposé, car au Congo, ce qui dure, ce n'est jamais ce qui veulent les hommes, c'est ce que veut la nation. Nous suivrons attentivement, bien entendu, l'évolution de la situation au Congo. Merci beaucoup encore. Merci, Monsieur Brun.